Bien. Eh bien, écoutez, Centro m'a demandé de vous parler des objectifs de développement durable, bien entendu dans le contexte de l'eau. Alors, je vais d'abord vous parler des objectifs de développement durable, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est l'agenda 2030, qui est l'autre nom du programme des objectifs de développement durable, que j'appellerai en abrégé ODD. C'est plus simple, hein, mais c'est la même chose. Alors, cet agenda est un programme d'action mondial qui est à la fois équilibré et ambitieux. Équilibré dans la mesure où il vise à atteindre simultanément des objectifs qui sont de nature très différente, et ambitieux parce que ces objectifs sont très ambitieux, nous allons le voir. Alors, c'est un programme qui combine les trois dimensions du développement durable, le social, l'économique et l'environnemental, et qui, excusez du peu, cible tous les grands enjeux de l'humanité. Donc ce n'est pas un programme thématique, c'est un programme qui vise à traiter correctement les grands enjeux de l'humanité. C'est un programme qui a une architecture. En effet, c'est un programme pour l'action. Ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions, c'est un programme pour l'action qui est organisé en objectifs précis qu'on appelle les cibles ODD. La plupart d'entre elles sont quantifiées, toutes sont ambitieuses. Ces cibles sont assez nombreuses, alors on les rassemble souvent en catégories qu'on appelle les grands objectifs. Et pour suivre les progrès du monde vers ces cibles, on utilise des indicateurs de suivi. L'architecture n'est pas complète si l'on omet le mécanisme de suivi, parce qu'avoir des indicateurs, c'est bien, mais si personne ne collecte les données correspondantes, on n'a pas l'information. Donc le programme des ODD, c'est l'ensemble de ces quatre éléments. Des cibles, des grands objectifs, des indicateurs et des mécanismes de suivi. De façon concrète, enfin plus précise, cet agenda 2030 comporte 169 cibles parce qu'il traite de tous les enjeux de l'humanité, donc le nombre de cibles est important. Alors, comme ce nombre est élevé, on a coutume de les rassembler en 17 grandes familles qu'on appelle les objectifs thématiques, les grands ODD, qui sont numérotés de 1 à 17. Et puis, pour les suivre, pour mesurer les progrès, on utilise 231 indicateurs au niveau mondial. Donc, voilà grosso modo les grandes lignes de l'agenda 2030. Il faut y ajouter deux grands principes qui font partie de l'agenda 2030. Le premier, c'est de ne laisser personne de côté dans les progrès de l'humanité, soit que ce soit dans la dimension sociale, économique ou environnementale. Et l'autre, c'est un principe de réalité. Il est de considérer que tous ces objectifs sont interdépendants, qu'on ne peut pas réussir sur certains objectifs en oubliant les autres. Et donc, il faut que les organisations humaines ne fonctionnent pas en silo. Il faut que les ministères des Finances travaillent avec les ministères qui s'occupent d'eau, avec ceux qui s'occupent d'action sociale, etc. Donc, c'est un très grand programme. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas une chose évidente, parce qu'un grand programme mondial qui traite tous les enjeux de l'humanité, ça n'existait pas jusque-là. Alors, l'histoire a démarré en 2012 à Rio de Janeiro, lors du sommet de la Terre qui a marqué le 20e anniversaire du grand sommet de Rio de 20 ans avant. Ce sommet de 2012 a abouti à une décision, principalement. Cette décision a été de se dire, le monde a besoin d'objectifs de développement durable, nous allons les fixer en 2015, dans 3 ans. Et donc ensuite, des tas de discussions ont eu lieu à tous les niveaux, un peu partout dans le monde, et aux Nations Unies, dans les différentes instances des Nations Unies, pour savoir sur quel sujet ces objectifs de développement durable devaient porter et quelles ambitions on devait se fixer comme objectifs communs. Alors, vous voyez des sujets qui ont été débattus.
pendant très longtemps, et sans que personne ne sache où on arriverait, puisqu'il n'y avait pas vraiment de pilote dans l'avion. Les priorités n'existaient pas, il fallait les trouver. Alors en pratique, pour l'eau, il s'est passé quelque chose de très intéressant. L'eau aux Nations Unies en 2012, c'était vraiment pas quelque chose d'important. Il n'y avait qu'un seul objectif pour l'eau, qui concernait l'accès à l'eau potable, et encore, il était peu ambitieux, et l'accès aux toilettes. Mais il n'y avait rien d'autre. Et il y a eu, un peu après le sommet de Rio, une grande consultation mondiale par Internet pour essayer de savoir quels étaient les sujets qui semblaient prioritaires pour la population mondiale, enfin, pour ceux qui étaient intéressés à ces questions. Et là, contre toute attente des organisateurs et des gouvernements, l'eau est sortie comme le sujet numéro un. Ça n'était pas une priorité des Nations Unies, mais c'était une priorité pour la population mondiale. Et de très loin, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, ceci a beaucoup aidé pour que dans les futurs objectifs de développement durable, l'eau existe quelque part. Alors, les 3 années qui ont séparé 2012 de 2015 ont ressemblé à une espèce de Coupe du Monde. Pendant je dirais, 1 année et demie, jusqu'en mars 2014, il y a eu des qualifications complètement informelles, chacun poussant son sujet ou les sujets qu'il préférait. Et puis en mars 2014, on est passé aux choses sérieuses avec une négociation entre pays, mais une négociation officieuse. Elle n'était pas formelle avec des diplomates mandatés véritablement. Enfin, disons, elle n'était pas engageante. Cette négociation informelle a duré pendant tout le printemps 2014. Et elle a sans doute eu lieu à un moment tout à fait favorable, avec des personnes très motivées pour la piloter, l'organiser. Et chose absolument extraordinaire, à l'été 2014, un texte a été adopté par tous les pays qui ont négocié entre eux. Ce qui fait qu'à l'été 2014, il existait un texte avec à peu près 160 cibles bien précisées, et qui était une proposition donc à l'ensemble des pays. Et puis il y a eu une troisième phase qui a démarré à l'automne 2014, qui a été la négociation officielle. Négociation pendant laquelle donc les États là ont négocié pied à pied, mot à mot, une résolution aux Nations Unies. Eh bien, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Au début 2015, lorsque cette négociation a vraiment démarré, la plupart des pays ont compris que ce qui s'était passé en 2014 était exceptionnel, et bien que ce ne soit pas parfait, bien que beaucoup auraient voulu améliorer le texte, tous ont considéré que si on renégociait une phrase, tout l'édifice risquait de s'effondrer et qu'on n'obtiendrait rien du tout. Donc en pratique, en septembre 2015, on a adopté le texte de l'été 2014. Et en septembre 2015, tous les pays à l'unanimité ont adopté une résolution qui fixe toutes les cibles et les grands objectifs. En parallèle, les statisticiens, c'est-à-dire ceux qui font les statistiques et qui se réunissent aux Nations Unies dans une commission des Nations Unies qui s'appelle la commission statistique, avaient déjà commencé à travailler sur le projet et imaginer des indicateurs. Bon, ce travail a pris plus de temps, ce qui est normal parce qu'il fallait que les objectifs soient précisés pour que les indicateurs puissent être définis de façon précise. Et en mars 2016, tous les indicateurs ont été adoptés. Donc voilà en résumé comment ça s'est passé. Personnellement, j'ai participé à toutes ces étapes avec des casquettes différentes. Comme l'a dit Maxime tout à l'heure, pendant toute cette période, j'étais conseiller pour l'eau du secrétaire général des Nations Unies, ce qui m'a permis d'être en contact avec beaucoup de gouvernements. Mais j'ai aussi agi en tant que représentant du partenariat français pour l'eau, en négociant directement avec un certain nombre de gouvernements, un certain nombre d'acteurs de différentes natures. Donc j'ai participé à toutes ces étapes. Donc je peux vous dire que l'eau
n'était pas très bien parti, si ce n'est donc que la consultation mondiale lui a donné de la visibilité et qu'ensuite ça a permis de vraiment l'ancrer dans la discussion. Et puis finalement, ben, on est arrivé à un résultat tout à fait satisfaisant pour l'eau. Alors, le résultat de tout ça, ce sont donc 169 cibles rassemblées en 17 grands objectifs. Vous voyez que ces objectifs sont de nature très différente. Il y a un objectif pour la lutte contre la pauvreté, un objectif pour la protection des océans, un objectif pour la consommation et la production durable. Tout ça n'a pas de lien évident. Et pourtant, il y en a. Et donc, c'est un accord historique. Pour la première fois dans l'histoire, avec un grand H, les représentants de toute la population mondiale se sont mis d'accord sur les grands enjeux de l'humanité et sur les réponses à y apporter. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, pour l'eau, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifient les objectifs de développement durable? Eh bien, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution pour l'eau parce que, d'une part, l'eau a été reconnue comme une des 17 grandes priorités de l'humanité, avec un objectif dédié à l'eau et l'assainissement, l'ODD numéro 6. Alors que jusque-là, comme je le disais, l'eau n'était que très marginale aux Nations Unies. Ça n'était pas un souci. Il n'y avait aucun objectif sur les questions de pollution, les questions de ressources en eau, les questions, enfin, voilà, il y avait très peu de choses. Deuxième chose, pour l'eau, l'eau est partout dans le programme des ODD. Alors bien entendu, l'ODD 6 dédié à l'eau a un certain nombre de cibles précises sur l'eau. Les cibles sont marquées avec des flèches bleues sur mon dessin. Donc vous voyez que sur l'ODD 6, il y a beaucoup de flèches bleues, mais vous voyez des flèches bleues à plein d'autres endroits. Au total, sur 169 cibles, il y en a 20 qui sont directement liées aux questions d'eau. Troisième sujet, tous les grands enjeux de l'eau sont traités. Au niveau mondial, on est passé d'une vision extrêmement partielle, qui est l'accès à l'eau potable et un peu à l'assainissement, à une vision qui embrasse les problèmes de ressources en eau, les problèmes d'accès des populations à l'eau et à l'assainissement, les problèmes de pollution de l'eau, les catastrophes liées à l'eau, tout en respectant les deux contextes qui sont très, très importants aujourd'hui, des changements climatiques et d'urbanisation de la planète. Donc l'eau est très bien traitée dans le programme, avec en plus des cibles qui sont très ambitieuses. Ces ambitions sont nouvelles, mais elles sont fortes. Alors, je vous en ai cité que quelques-unes, mais sachez que pour l'accès à l'eau potable, l'ambition, c'est l'accès universel, c'est-à-dire de tout le monde, en 2030, c'est-à-dire demain, et à un niveau bien plus élevé que ce qu'on suivait jusque-là. En effet, on le verra tout à l'heure, mais maintenant, on vérifie que l'eau qui est utilisée par les personnes n'est pas contaminée, ce qu'on ne faisait pas jusque-là. Sur les questions de pollution, eh bien, aujourd'hui, on estime que sur la planète, il y a à peu près 80% des eaux usées qui sont rejetées par les activités humaines, qui sont rejetées directement dans la nature sans aucune dépollution. 80%. Eh bien, l'ambition mondiale, c'est d'ici 2030 de réduire de moitié ces flux non épurés. C'est très, très ambitieux. En matière de ressources en eau, vous savez très bien que dans beaucoup de pays du monde, il y a des nappes souterraines surexploitées et aussi des rivières, des cours d'eau surexploités. Eh bien, l'objectif est tout bêtement d'arrêter ces surexploitations, d'assurer la durabilité des prélèvements en eau d'ici 2030. Vous voyez là encore que c'est très ambitieux. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais sachez donc que les ambitions sont élevées et correspondent aux besoins. Alors pour que ce soit vraiment un programme d'action, comme je dis tout à l'heure, il faut des indicateurs, de façon à mesurer les progrès. Alors comme les ambitions sont nouvelles, nous avions besoin, enfin le monde avait besoin de nouveaux indicateurs et de nouveaux mécanismes de suivi. Alors ceci a donné lieu à un énorme travail des statisticiens des Nations Unies et des statisticiens des différents pays pour bâtir un système d'indicateurs pertinent. Donc il a fallu définir ces indicateurs, c'est-à-dire exactement ce qu'on voulait mesurer,
Et puis ensuite, donc se mettre d'accord dessus, et ensuite collecter les données correspondantes pour avoir des valeurs dans chaque pays et en les agrégeant des valeurs mondiales. Donc ce travail n'est pas complètement achevé, mais il est très avancé. La plupart des indicateurs, des 231 indicateurs, sont maintenant complètement définis. Quelques-uns ont leur méthodologie qui ont encore besoin de quelques ajustements. Enfin, pour la plupart, c'est fait. Et puis les données nationales, qui n'existaient pas jusque-là, puisque les indicateurs sont nouveaux, commencent à être fournis par un grand nombre de pays. Alors, chaque année, on en a davantage. On n'est pas encore à une situation totalement satisfaisante. Donc, il y a des indicateurs pour l'eau pour lesquels on a très peu de choses. Par exemple, pour les flux d'eau usée non épurée, on n'arrive pas à avoir une valeur mondiale. Parce que ça n'était pas du tout un objectif des Nations Unies jusque-là. La pollution des eaux n'était pas du tout dans le radar des Nations Unies. Et donc, on n'avait pas de statistique mondiale. Bon, mais on y arrivera, on y arrivera. Et le fait qu'on commence à avoir maintenant ces nouveaux indicateurs, des valeurs de ces nouveaux indicateurs, nous permet de comprendre les sujets sur lesquels des efforts sont à faire. Alors, si vous êtes intéressé par les indicateurs, je vous laisse dans la présentation que vous aurez, je pense qu'elle sera accessible, les deux sites les plus intéressants, celui sur lequel on trouve tous les indicateurs des ODD au niveau mondial, donc avec les valeurs mondiales et les valeurs de chaque pays. Et puis, pour les personnes, les professionnels de l'eau, que vous êtes largement, un site d'ONUO, ou UN Water en anglais, qui rassemble tout ce qu'on sait sur les indicateurs ODD de l'ODD 6, c'est-à-dire liés à l'eau. Et ce site est très bien fait. Il donne les valeurs dans chaque pays, c'est celles qu'on connaît, hein, celles qui sont disponibles dans chaque pays. C'est très détaillé, c'est très expliqué et c'est assez facile à comprendre. Voilà, donc je vous engage à y jeter un œil. Et au-delà de ça, je vous cite, non pas parce que c'est mon pays, mais parce que je le pratique beaucoup. Il y a un site sur l'agenda 2030 qui est fait par le gouvernement français et qui est très intéressant parce qu'il est facile d'accès et donne directement accès aux 169 cibles et aux indicateurs, mais surtout les cibles. Si on veut connaître les cibles, si on veut les découvrir, c'est assez pratique. Voilà, donc je vous laisse cette adresse. Alors maintenant que les ODD existent, que cette architecture existe, que nous avons des indicateurs, eh bien, on peut utiliser ces indicateurs. Et on peut voir si les progrès de la planète sont suffisants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'eau. Dans le domaine de l'eau, les informations que nous avons aujourd'hui montrent que la situation n'est pas bonne. Et elle est tellement mauvaise, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vis, elle est tellement mauvaise que cette année, pour la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2021, UN Water, ou ONUO en français, a préparé un document qui fait le point sur ces données mondiales. Et ce document, pour la première fois, dit quelque chose qui est assez grave. Il dit qu'on n'est pas du tout, les progrès ne sont pas du tout au rythme nécessaire pour atteindre les objectifs en 2030, et même de très loin. Pour ce qui concerne l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement, il faudrait quadrupler, c'est-à-dire multiplier par 4 le rythme des progrès pour atteindre l'objectif. Donc vous voyez que multiplier par 4, eh bien, c'est quand même très très loin d'être satisfaisant. Alors, je vais vous expliciter ça avec l'indicateur qu'on utilise aujourd'hui. Donc, depuis 2016, donc on a un nouvel indicateur pour l'accès à l'eau potable, qui est beaucoup plus solide que précédemment et qui en particulier intègre plusieurs des critères du droit de l'homme à l'accès à l'eau potable. Cet indicateur dit qu'en 2000, il y avait 2,3 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable, plus exactement, qui utilisaient de l'eau probablement contaminée, donc qui n'était pas potable. 17 ans plus tard, c'est quand même beaucoup 17 ans plus tard,
ce nombre a été réduit à 2,2 milliards. C'est-à-dire qu'il a été réduit de 4%. Autant dire qu'il a très peu baissé. Et si je vous rappelle que l'objectif, c'est zéro. L'objectif de la cible 6.1 d'accès universel à l'eau potable, c'est d'atteindre zéro. Et on est à 2,2 milliards. Eh bien, au rythme actuel, on n'y arrive pas avant, nous sommes au 21e siècle, on n'y arrive pas avant le 23e siècle. Vous voyez que ça ne va pas du tout. C'est pour ça qu'il faudrait quadrupler les efforts pour pouvoir faire descendre cette courbe. Et encore, la situation mondiale, en moyenne, ne traduit pas forcément les situations locales. Vous voyez en rouge sur ce schéma la situation catastrophique de l'Afrique subsaharienne. En Afrique, le nombre de personnes qui utilisent de l'eau probablement contaminée a augmenté de 45% en 17 ans. Donc on est loin de progresser. C'est une situation qui se dégrade. Le même indicateur montre, et c'est ça qui est intéressant, maintenant on a ces données, montre que vous savez que la population du monde se coupe à peu près en deux moitiés, une moitié urbaine, une moitié rurale. Hein. Et la moitié urbaine se développe rapidement. C'est dans les villes qu'il y a l'essentiel de la croissance démographique. Et l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement nécessite des services publics, des investissements, de l'organisation collective. Et donc, il y a une espèce de course-poursuite aujourd'hui entre le développement urbain et le développement des services publics. Bien, malheureusement, en moyenne, cette course-poursuite est perdue par les services publics. Vous avez ici le même indicateur que tout à l'heure, l'accès à l'eau potable, 2,3 milliards, 2,2 aujourd'hui, milliards, utilisant de l'eau contaminée. Vous voyez que sur 17 ans, le nombre de ruraux qui ont de l'eau contaminée a fortement décru. Oui, ils sont encore les plus nombreux, donc il y a un vrai problème dans la moitié rurale du monde. Mais dans la moitié urbaine du monde, la situation se dégrade. Plus 55% en 17 ans. Nombre d'urbains qui n'ont pas d'eau potable. Voilà, donc les indicateurs servent d'effet miroir, servent à nous montrer à tous et aux décideurs politiques la situation réelle. Vous voyez que pour l'accès à l'eau potable, elle n'est pas bonne. Il faut absolument accélérer et accélérer d'un facteur 4. Alors, je vais terminer par un sujet que beaucoup de gens enfin une question que beaucoup de gens me posent, parce que les ODD, avec leurs 169 cibles, ça paraît un peu compliqué. Et donc, même si c'est intéressant, la plupart des gens dans le secteur de l'eau disent, bon, bah, ok, ça c'est pour les spécialistes des ODD, mais moi je n'ai pas de temps à regarder ça en détail. Alors, la question pour quelqu'un qui porte un projet eau, ou qui veut analyser un projet eau, ou qui veut décider, même pour un décideur politique, c'est de savoir si le projet qui a été imaginé contribue aux ODD. Et comme je le dis à l'instant, si beaucoup de gens maintenant connaissent certaines cibles ODD, par exemple l'accès à l'eau potable, hein, c'est une cible. Rares sont les personnes qui les connaissent toutes. C'est quand même très difficile. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai construit un outil logiciel qui est aujourd'hui en fin de développement par le partenariat français pour l'eau. Enfin, il sera mis à disposition du public très prochainement par le partenariat français pour l'eau. Cet outil logiciel fait une traduction d'un projet eau en termes d'impact sur les ODD. Et je vais terminer avec cette slide, je vous la commente pour que c'est une façon de mieux comprendre ce que signifient les ODD pour l'eau. Vous avez dans la colonne de gauche les numéros des 17 ODD, de 1 à 17, avec un zoom sur l'ODD 6 qui est détaillé en cibles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6B. Voilà. Et vous avez à droite des scores positifs ou négatifs pour chacun de ces ODD ou cibles, scores qui sont illustrés au milieu par des barres horizontales. Alors, le projet que j'ai évalué ici, c'est le projet de création d'un réseau de distribution d'eau potable dans un bidonville. Alors, évidemment, un tel projet, et tout le monde le sait, je dirais, contribue à l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, c'est la cible 6.1. Et vous voyez que la cible 6.1 a une grande barre horizontale. Mais quand on fait l'évaluation, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres cibles qui sont concernées, soit positivement, soit négativement.
Alors, sur les cibles qui sont les plus concernées, celles qui ont les plus grandes barres, eh bien, il y a la lutte contre la pauvreté, l'ODD 1, parce que les bidonvilles est majoritairement habité par des personnes pauvres. Et puis, il y a aussi l'ODD 11, qui vise à rendre les villes durables et résilientes, parce qu'il a une cible spécifique pour l'accès aux services essentiels dans les quartiers de toute nature, dont les quartiers informels. Donc, vous voyez, on s'aperçoit, sans le savoir, on le découvre comme ça, donc qu'il y a trois impacts principaux. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a sur le principe de ne laisser personne de côté. Bon, je pense que c'est évident, parce que les bidonvilles sont plutôt des gens qui sont exclus, donc là, ils deviennent inclus dans la société. Mais aussi un impact sur la santé, puisque les habitants du bidonville auront forcément une meilleure santé parce qu'ils vont boire de l'eau non contaminée. Il y a eu un impact sur l'ODD 5 d'égalité entre les sexes, parce que dans ce bidonville, traditionnellement, c'était les femmes qui allaient au puits pour chercher de l'eau. Elles n'auront plus besoin de le faire, donc elles vont gagner du temps, elles vont se retrouver dans la même situation que les hommes. Il y a un impact positif sur l'objectif 10 de réduction des inégalités, dans la mesure où le mode d'habitat des habitants du bidonville va se rapprocher de celui du reste de la ville. Et puis enfin, tout en bas, vous voyez l'ODD 16, un impact positif parce que dans ce bidonville, beaucoup de personnes n'avaient aucun titre de propriété, aucun papier d'identité, aucun justificatif de domicile. Et dorénavant, ils vont recevoir des factures d'eau qui, malgré leur aspect sommaire, sont pour eux des documents à valeur administrative qui vont leur permettre de justifier leur existence et leur domicile. Voilà, donc vous voyez, cet outil permet de voir qu'un projet eau, qui paraît simple, en fait, contribue à beaucoup d'objectifs. Il montre aussi qu'il y a un objectif, il y a une cible qui est impactée négativement, c'est celle des ressources en eau. Pourquoi? Eh bien parce que ce projet consiste à apporter de l'eau dans un bidonville, mais personne n'a pensé que si on apportait de l'eau dans le bidonville, il fallait en trouver. Et que si on n'en amenait pas plus dans le réseau, il y a d'autres quartiers qui auraient moins d'eau, et donc des gens qui seraient pénalisés. Ou bien, si on en apportait plus dans le réseau en pompant davantage dans la rivière, eh bien peut-être que la rivière aura un étiage beaucoup plus bas l'été, et donc des problèmes pour les autres utilisateurs de l'eau. Voilà, donc ceci pour vous montrer sur un cas presque concret ce que signifient les ODD pour un projet eau. Donc je conclus en vous disant que l'agenda 2030, c'est le grand programme d'action mondiale qui cible tous les grands enjeux de l'humanité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il suscite beaucoup d'espoir. C'est déjà le langage et le référentiel commun de toutes les institutions internationales. Il y a déjà des statistiques qui permettent de détecter là où des politiques ont besoin d'être modifiées, améliorées, adaptées pour être plus pertinentes. Mais ça n'est pas simplement un catalogue d'intentions, ce sont des objectifs précis à atteindre d'ici 2030. Et donc, l'action est quand même largement encore à mener. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Payen. C'est très apprécié. C'est inspirant et un peu effrayant aussi. Je vois qu'on a déjà une question rentrée. J'invite les autres personnes présentes qui ont des questions à les poser dans le chat. J'en profite aussi pour mentionner que la présentation PDF de M. Payen est en effet disponible sur notre site web, donc sur la page de l'événement, sur le site web de Centro, vous allez pouvoir retrouver le PDF avec les URL données plus tôt. Très intéressante. Donc, première question qui nous vient de Peter Van Relegem, directeur Centro. Est-ce que tu préférais la poser toi-même, Peter? Je vais la poser moi-même. Bonjour, Gérard, parce que ça me permet aussi de remercier encore Gérard de prendre son temps. Très occupé, comme toujours, et puis ça va être encore pour longtemps que tu vas être très occupé, mais j'apprécie le temps que moi j'ai aussi avec toi pour discuter de ça, quand j'étais ensemble avec toi sur le conseil stratégique de l'IWA. Puis je me rends compte chaque fois que je parle avec vous là-dessus qu'il a contribué tellement à ce qu'on a vécu maintenant. Puis je vais te remercier aussi personnellement pour tout le travail que tu as fait. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui a fait que tu étais autour de la table? Quelle expérience, quelle expertise, c'est quoi qui fait qu'une personne arrive à une table de l'ONU
avec une vingtaine d'autres personnes pour discuter de quelque chose de tellement important. Comment est-ce qu'on a sélectionné? Pas que j'ai l'ambition, mais j'aimerais vraiment voir comment ça fonctionne, des comités comme ça. C'est compliqué de répondre parce que c'est une somme de hasard. Oui. Mais on avance que si on sait saisir les hasards. C'est-à-dire que j'ai clairement une motivation de... J'ai fait toute ma vie professionnelle autour de l'eau. Hein, donc, apporter de l'eau aux gens, c'était ma vie. Quoi. Je l'ai fait pour des millions de personnes dans le monde avant. Alors, la réponse à la question, je peux te répondre sur le conseil du secrétaire général des Nations Unies, mais ce que je peux dire aussi, c'est que ce n'est pas directement le conseil qui est à l'origine des ODD. Le conseil m'a aidé, mais j'ai dû le convaincre. Ça n'a pas été simple. Et à la fin, il a poussé. Mais voilà, c'est pas, le conseil, le conseil du secrétaire général n'a pas été l'instance déterminante. Tout le monde n'y croyait pas à l'intérieur. Bon, ayant dit ça, ce conseil a quand même eu beaucoup d'importance parce que c'est un conseil de très haut niveau avec des ministres, des anciens ministres. Aujourd'hui, chacun a vieilli. Ce conseil je pense, qui était formé une petite vingtaine de personnes, a terminé ses travaux en 2015 avec l'adoption des ODD. Et 5 ans plus tard, on a fait une réunion d'anciens combattants. Et il se trouve que certains ont pris du grade, puisque parmi nos membres, il y en a un qui est devenu roi des Pays-Bas et l'autre qui est devenu empereur du Japon. Voilà, donc c'est vraiment un conseil de haut niveau. Personnellement, j'ai été sélectionné par Kofi Annan à l'époque parce qu'il fallait que dans ce conseil, il y ait quelqu'un avec une expérience de terrain du secteur privé. Moi, j'étais du secteur privé et je devais avoir une certaine visibilité et donc quelqu'un est venu me chercher. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais c'est quand même le hasard. Hein. Mais c'est ça. L'opportunité, il faut saisir l'opportunité après aussi pour travailler fort, pour arriver à contribuer comme ça aussi. Hein. Mais comme tu l'as vu, j'ai quand même poussé IWA à agir et j'ai poussé aussi le gouvernement français, le Fonds de partenariat français pour l'eau, toutes les organisations dont je faisais partie, j'ai essayé de les mobiliser sur la question de ces ODD et ça a été très utile pour aboutir. Moi, j'aurais aussi une question, M. Payen, je me permets. Je comprends que, en fait, c'est un peu différent en Europe puis en Amérique du Nord, mais en Amérique du Nord, ou en tout cas du moins au Canada et au Québec, on n'a pas l'impression que les ODD ont la place qu'on devrait leur accorder. Souvent, les gens ne savent pas du tout de quoi on parle quand on parle d'ODD. L'épinglette que nous portons en ce moment est souvent questionnée. Puis, comment on fait pour dire aux gens disons, on va dire, nord-américains et nantis, puis que les ODD, c'est pas seulement, c'est pas la suite de ce que c'était avant les objectifs de développement. Ça s'adresse pas seulement aux pays en voie de développement, comme on dit. Comment on fait pour mettre les ODD à l'avant-plan des agendas des pays plus développés aussi? Alors, d'abord, j'aimerais avoir la réponse à votre question. Parce que c'est un sujet difficile. Aujourd'hui, les ODD sont connus par un certain nombre de gens, mais ne sont pas vraiment connus par la population générale dans beaucoup de pays. Bon, alors, d'une part, il y a un élément que je n'ai pas eu le temps de raconter là, dans ma présentation, mais qui est assez important, c'est que ces objectifs de développement durable ne sont pas la suite des objectifs du millénaire pour le développement, que vous avez peut-être connu et qui était centré sur les pays en développement. En fait, dans l'histoire du travail des Nations Unies, c'est la convergence de deux processus, celui pour le développement des pays en développement, mais aussi celui pour le développement durable qui avait commencé à Rio. Et donc aujourd'hui, les ODD concernent vraiment tous les pays. Et je peux vous dire que dans le mien, dès que les cibles eau ont été adoptées, j'ai fait en sorte que les 2 grandes associations professionnelles dont je m'occupe en France, quand je suis vice-président, réfléchissent à ce que fait la France par rapport à ces cibles. Et bien entendu, la France est un pays développé et beaucoup de choses sont faites. Mais en regardant précisément, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des trous dans notre raquette. Il y a quelques sujets
qui, au regard des cibles ODD, étaient maltraitées. Et donc aujourd'hui, on s'en occupe. Hein. Mais à l'époque, c'était il y a 4 ans, on ne s'en occupait pas. Donc je crois que dans tous les pays développés, il y a des choses à faire. J'en suis absolument persuadé. La question de la connaissance des ODD par le grand public est un vrai problème. Dans mon pays, on a mis plusieurs années avant d'adopter une stratégie nationale pour les ODD, et elle est encore très peu connue. Dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des pays dans lesquels les ODD sont passés dans la loi et même sont devenus une obligation pour tout nouveau projet de loi. Et donc, tous les décideurs politiques sont obligés de réfléchir aux ODD parce qu'il faut qu'ils justifient que ce qu'ils proposent correspond aux ODD. Voilà, donc ça dépend des pays. Merci beaucoup. On a ensuite une question de Simon de l'ONG Eclosio. Simon, tu peux activer ton micro, ta caméra pour poser la question. Si ça fonctionne. Simon. Bon, je ne vois pas de nouvelles de Simon. Bon, alors, si jamais sa question me parvient par écrit, je vous la ferai parvenir. Donc, on a une autre question de Renaud Juglas de l'Université de Sherbrooke. Merci pour cette présentation. Les objectifs fixés pour 2030 semblent, pour certains, très ambitieux. A-t-on déjà une idée de la suite au-delà de 2030? Alors, évidemment, ils ne vont pas être atteints en 2030. En tout cas, pas tous, évidemment. Mais discuter de la suite, ça veut dire qu'on baisse les bras. Et donc aujourd'hui, les Nations Unies ne font pas cela. Les Nations Unies disent, on a des objectifs en 2030, et donc il faut qu'on fasse ce qu'il faut, en tout cas qu'on essaye, pour accélérer les processus. Et en novembre 2019, oui, il y a une bonne année, disons, les Nations Unies ont engagé ce qu'on appelle la décennie de l'action, considérant qu'il ne restait plus que 10 ans pour atteindre les objectifs. Donc l'enjeu actuellement, c'est que les États se saisissent sérieusement des ODD et améliorent leurs politiques et des politiques plus ambitieuses sur l'ensemble des ODD. Bien sûr qu'on n'arrivera pas à atteindre en 2030, mais on pourra toujours repousser les dates. Ce qui est important, c'est que l'action soit engagée, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que ces politiques sont toutes interdépendantes. Et alors, je peux faire un écho aux travaux qui sont menés dans mon académie en France, l'Académie des technologies, où on s'est rendu compte dans la période de pandémie que beaucoup de gens réfléchissaient à comment redémarrer l'économie, comment redémarrer le pays à la fin de l'épidémie, et que dans cet après-pandémie, les attentes des uns et des autres n'étaient pas du tout homogènes. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire redémarrer l'économie d'abord, et puis le reste passera après. Il y a ceux qui pensent qu'il faut s'occuper du climat d'abord, et puis le reste passera après. Il y a ceux qui pensent qu'il faut s'occuper de biodiversité d'abord, puis le reste passera après. Il y a ceux qui pensent qu'il faut s'occuper des personnes les plus pauvres pour s'assurer qu'elles progressent bien en même temps que les autres, et puis même réduire les inégalités. Puis les autres problèmes, ben, les autres s'en débrouillent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des attentes, chacune est valable, mais il faut les rendre compatibles. Il faut faire en sorte de progresser sur toutes les directions à la fois, sinon le pays fonctionne mal. Eh bien, les ODD sont un référentiel. Donc, mon académie a proposé au gouvernement français d'utiliser les ODD comme référentiel pour les politiques publiques, pour ce motif, parce qu'ils permettent d'avoir une vision équilibrée entre des impératifs environnementaux, des impératifs sociaux, des impératifs économiques. Alors, ce qu'ils n'apportent pas, c'est toutes les réponses. Les ODD fixent des objectifs, mais ils ne donnent pas les moyens. Et trouver les moyens pour rendre compatible la lutte contre le climat, le maintien des entreprises et des emplois
par exemple automobile ou de l'aviation, ce n'est pas facile. Hein. Donc, les ODD ne fournissent pas forcément toutes les réponses, mais au moins ils donnent une vision d'ensemble qui est cohérente. Et voilà, ça serait bien que de plus en plus de monde le comprenne. Merci beaucoup. La prochaine question, justement, rejoignait un peu ça. Peter demandait qu'est-ce que les États qui ont signé les ODD s'engagent à faire? Alors, d'abord, ils ont tous signé les ODD. C'est une adoption à l'unanimité. Oui. C'est pour ça que c'est un événement historique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les représentants de toute la population mondiale ont adopté simultanément les mêmes objectifs. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Alors, ils n'ont pas de sanctions. Et puis ça n'aurait pas de sens d'ailleurs, parce que je ne vois pas bien qui serait capable d'appliquer une sanction au pays. Mais il y a comment dirais-je, il y a une émulation, parce que les indicateurs de suivi sont publics. Et donc, un gouvernement qui a de mauvais résultats, d'une part, n'est pas très à l'aise dans les réunions des Nations Unies où on fait le point sur l'avancement d'ensemble, et d'autre part, est de plus en plus, je dirais, forcé de répondre à des parties de son opinion publique qui disent « Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'avançons-nous pas sur tel sujet ou tel autre sujet ?» Le fait que ces statistiques soient publiques, c'est vraiment un bras de levier sur les décideurs politiques. Alors, il va falloir attendre plusieurs années pour que ça produise tous ces effets. Et si on revient à la question précédente, je pense que les ODD auront leur plein effet dans 4 ou 5 ans. Bon, alors ensuite, il ne restera plus que 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'arrivera pas aux objectifs, mais ça ne fait rien. Si on met 10 ans de plus, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on progresse, là où aujourd'hui le monde ne progresse pas. Merci. Prochaine question. Julie Gauthier se demande si vous avez des recommandations pour appliquer les ODD au Québec, en ce qui concerne l'eau, évidemment. Alors, je pense que vous êtes bien plus compétent que moi pour ça. Parce que je suis allé une seule fois, C'est ce que Centro je suis allé travaille à au faire. Québec une seule fois de ma vie, à l'invitation de Peter d'ailleurs, que je remercie. J'ai trouvé que c'était un très beau pays, mais honnêtement, je ne connais pas les problèmes d'eau du Québec et la façon dont l'eau est gérée de façon très précise. J'ai des idées, mais bon, non, je suis incapable de vous donner des conseils là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, C'est justement pour ça qu'on est là. c'est qu'il faut les connaître. Voilà, voilà, on peut pas, pour appliquer les ODD, il faut quand même faire l'effort de les connaître. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, commencer la discussion au moins. Puis Centro, évidemment, travaille là, à intégrer les ODD là, dans les recherches de plus en plus. Donc, la question de Simon, qui est finalement revenue, il se demande, au regard de la compétition autour de la ressource eau et des conflits que cela génère, je serais réconfortée en tant que Sahélien de voir un indicateur lié à la gouvernance, notamment la réduction des conflits. Est-ce que c'est pris en compte ou est-ce que c'est inclus dans l'ODD 16 Paix et Justice? Pour moi, c'est un moyen. Hein. Le résultat, c'est qu'il n'y ait pas de conflit et que tout le monde ait l'eau dont il a besoin. Donc, il y a une cible ODD qui porte là-dessus et s'exprime en disant que chaque type d'utilisation doit améliorer son efficacité des usages de l'eau. Hein. C'est-à-dire que les agriculteurs produisent plus avec moins d'eau, que les industriels ne gaspillent pas l'eau, que les villes réduisent les fuites dans leur réseau. Enfin, bon, faire en sorte que chacun économise l'eau le mieux possible. Et puis, il y a l'objectif très clair d'arrêter les surexploitations des ressources en eau. En termes de moyens, cela veut dire que partout, on fait en sorte que les différents utilisateurs aient un dialogue suffisamment construit et positif pour qu'on respecte les besoins de chacun. Ça veut dire qu'on trouve les moyens de traiter les conflits locaux, qui sont malheureusement en augmentation à travers le monde, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais voilà, ce que je disais, c'est que les ODD donnent les objectifs à atteindre. Ils ne donnent pas les solutions pour y arriver. Mais d'un autre côté, je sais en tant qu'ancien chef d'entreprise que si on n'a pas d'objectif, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc c'est déjà pas mal qu'on ait des objectifs. Au moins, ça permet de parler le même langage. Et force est de constater que depuis que les ODD existent depuis 5 ans, c'est devenu un langage commun pour toute la communauté internationale.
tout ce qui est institutions internationales, tout ce qui est rencontres intergouvernementales, etc., utilise le langage des ODD. Je vais prendre un exemple. Alors, il se trouve que j'ai regardé ça hier, mais il y a une réunion sur le climat entre Angela Merkel d'Allemagne, le président de mon pays, Emmanuel Macron, et le président chinois la semaine dernière. Eh bien, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit au président chinois qu'il fallait que les investissements internationaux soient orientés vers les ODD. Donc, si ces trois grands pays parlent ensemble d'ODD, ça veut dire que les ODD sont devenus un langage commun. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui très très connu au niveau international, mais ça a très peu diffusé au sein des différents pays. Sauf dans certains pays en développement, parce que pour les pays en développement, je peux vous dire que ce sont des sujets très importants. Beaucoup plus que pour les pays développés, en tout cas beaucoup plus que les pays développés le pensent. Parce que pour les pays développés, la réduction des inégalités, c'est un grand sujet. Ou la croissance durable, c'est aussi un grand sujet. Je vous rappelle, il y a un objectif qui est de croissance économique. Il y a un objectif sur l'emploi durable. Bon, dans tous les pays développés, c'est un problème aujourd'hui.